m'occupe de gens qui fument, de gens qui boivent, de gens qui prennent des drogues, des gens qui ont tout type d'addiction. Je ne suis pas là du tout pour vous faire la morale. On m'a demandé de venir, M. Jurek m'a demandé très gentiment. Et effectivement, j'ai hésité. Et puis je suis peut-être un petit peu... je me suis dit, je vais quand même venir, bien que j'en avais absolument pas envie. Ma collègue n'est pas revenue. Alors il y a en fait deux possibilités, où je parle tout seul, je ne sais pas ce que vous attendez, ou bien alors, vous avez des questions, ce qui me faciliterait effectivement le travail, si vous avez la curiosité. Alors, la dernière fois, il y a certains qui m'ont dit, on n'a rien appris. Certains savaient tout. Alors, est-ce qu'il faut que je vous apprenne comment on réalise un arrêt, que je vous donne un exposé comment arrêter? Ce que j'ai essayé de faire l'autre fois, c'était de voir avec vous ce qui pouvait éventuellement vous motiver à continuer, à arrêter. Est-ce que vous avez le choix? Vous avez le choix pour le moment. Vous avez le choix. Est-ce que ceux qui continuent... Est-ce qu'il y en a qui ont vu une émission qui s'appelle Contre-enquête? On n'a pas la télévision. C'est quelque chose qui est passé où il montrait dans les années 80 le tabac qui, avec des scientifiques, cherchait des méthodes pour adoucir le tabac ou des choses comme ça. Puis il y a quelqu'un qui a subtilisé des documents et ensuite qui les a rendus publics. Ah ça, il y a un film de tout ainsi, un très bon film qui s'appelle Révélation, qui est un film de 2005, c'est un thriller avec des gens très très connus. Est-ce qu'il y a d'amusant? Je sais pas, je veux bien savoir. Partageons. Donc c'est un film, c'est un très très bon film. Si vous voulez, vous avez moyen de louer ce CD, vous pouvez le prendre. C'est avec un acteur dont je ne sais plus le nom. C'est un film, effectivement, c'est ce que vous racontez, c'est ce que vous disiez. C'était plus sur la fin d'un reportage. Et je crois qu'aussi ils ont présenté, c'était dans je ne sais plus quel pays asiatique, il y avait un enfant qui avait commencé à fumer à 2 ans. Et voilà, c'était ça, c'était un Indonésie. Ouais. Donc en fait, effectivement, alors, ce qu'ils ont présenté, en fait, ils ont présenté un monsieur qui s'appelle Ugly, qui est le créateur de la cigarette électronique. Un peu, il a raconté un peu son histoire, un petit peu sa trajectoire, son métier. Voilà. Il a présenté donc en fait sa trajectoire, son métier, et c'est le créateur de la cigarette électronique. Pour en venir à ce que tu disais, il y avait effectivement un petit enfant de 2 ans qui fumait. Tu l'as vu fumer? Est-ce que tu peux... Les autres, est-ce qu'ils l'ont vu? Alors, est-ce que vous vous souvenez combien il fume? Ouais. Combien 3 paquets par jour? Ouais, enfin, je sais pas. Ouais, je crois que c'était dans ces eaux-là, 2 ou 3 paquets par jour. Ouais, c'est plus... Moi, j'avais une notion de 2. Vous l'avez vu fumer? Tu l'as vu? Bon, c'est un petit enfant, on peut dire. Oui, qui était gros. Un petit gros. Hein? Elle était un petit gros. Allez, c'est un enfant de 2 ans. C'est un bébé. Vous l'avez vu fumer? Comment il fumait? Bah, il fumait comme tout le monde. Comme un... oh, bah, moi, j'aurais dit, pas comme tout le monde, il fumait 40 à 50. On aurait dit un petit peu père. Parce qu'en fait, il faisait rentrer à la fumée, il la faisait sortir par le nez, c'est tout juste, il ne faisait pas des nuages de fumée. Donc en fait, il a fait un sevrage, il est champion du monde à 5 ans. Champion du monde, début, 2 ans, fin, 5 ans. Donc dans le reportage, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a tout à fait marqué? C'était quand ils utilisaient, je ne sais plus quel pays non plus, mais dans un hôpital, dans les hôpitaux, ils utilisaient les cigarettes comme un remède, et puis il y avait des cigarettes qui avaient différents effets. Cigarettes normales ou électroniques? Cigarettes normales. Oui. Il y en a qui auraient été au paracétamol ou des choses comme ça, contre la toux, il fallait prendre telle cigarette, ou contre ce mot-là, les différentes cigarettes, c'était des cigarettes électroniques. D'accord. Alors, j'ai pas tout vu, parce qu'en fait, c'est pas des reportages en fait, que je regarde tout le temps, c'est pas... Effectivement, les cigarettes ont été, dans l'histoire, en fait, elles existent depuis très très longtemps.
fait, vous savez que ça a été amené au départ. Je sais pas, est-ce qu'il y en a certains qui connaissent l'histoire du tabac? Comment ça arrive? Ça a été importé pour de grandes découvertes. Amérique du Sud, ouais. Les Indiens qui fumaient. C'était une tradition en fait de fumer. C'était une tradition chamanique. Les gens, oui, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le tabac? Ils le mettaient partout, dans les yeux, dans la bouche, dans les oreilles. Qu'est-ce que ça leur faisait? Ils perdaient connaissance. La nicotine ayant une durée de vie très courte, ils se réveillaient. Puis les autres autour, ils disaient « Mon Dieu, c'est un miracle. C'est un chaman. » Qui c'est qui a vu ça le premier? C'est un monsieur qui est bien connu, qui a vu ces gens-là. Alors un nom célèbre. Philippe Maurice. C'est une blague ou? Non. Christophe Colomb. Philippe Maurice. Amusement général. Culture démesurée. Christophe Colomb. Voilà. Donc Philippe Maurice a donc découvert, effectivement, avec ses 3 bateaux, ses 3 caravelles, a découvert l'Amérique. L'Amérique du Sud dans un premier temps, et il a vu donc les Indiens qui fumaient. Il a trouvé ça extraordinaire, donc il a ramené ça. Hein, et il a ramené ça, à ce moment-là, il est en bateau, donc il aborde sur quelle côte? Sur quelle côte il aborde d'après vous? Vous êtes fort, parce que vous êtes, il y en a certains qui sont très cultivés. D'après vous, si vous voyez un peu la carte, sur quelle côte il peut arriver? Ouais, mais sur quel pays? Brésil. Non, il revient chez lui. Là. Espagnol. Espagnol. Alors, il vient côté États-Unis, il va arriver sur quel pays? Portugal, bravo. Portugal, vous avez gagné, effectivement, la première côte est la côte portugaise. Là, à l'époque, vous avez donc la cour du Portugal, et vous avez une personne qui s'appelle la Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, elle a des phénomènes de sinusite, elle a tout. Et il y a un monsieur de l'époque qui s'appelle, ah ouais, un autre nom célèbre dans le tabac. Ça a donné, c'est bon, donc voilà. Alors est-ce qu'il y en a un autre? Parce qu'il y a Peter Stuyvesant également qui a découvert les États-Unis. Donc est-ce qu'il y a donc un autre nom célèbre qui font partie de la culture? Si vous faites un jeu, vous faites, je sais pas, un jeu télévisé qui vous permettra de passer un stade. Amerigo Vespucci. Pour le tabac. C'est pas dur, c'est très simple. C'est une question très simple. Comment? Ah, par rapport au tabac. Celui qui, on va dire, a laissé son nom à la substance. Ah, Marlboro, je sais pas, en 1580. Le nom d'un homme qui aurait laissé le nom au composé principal du tabac. Monsieur Tabac. C'est mignon, Oscar. Alors, vous n'êtes pas loin, vous chauffez. Vous avez dit quelqu'un dit nicotine? Nicotin. Alors, monsieur Nico. Jean Nico. En fait, à l'époque, se dit, bah tiens, ça pourrait être un super médicament. Donc, il donne à Catherine de Médicis ça, et elle se met en sniff. En prise. Parce que le tabac, il n'a pas toujours été fumé. Avant, les gens le prisaient. Il a été chiqué aussi. Ou ils le chiquaient. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui le chiquent encore? Oui. Non, mais genre vers la Chine, c'est quoi? Bah non, pas qu'en Chine. Non. Alors voilà, donc la Chine, les gens chiquent du tabac. Non. Chez nous, ça s'achète le tabac chiqué, non? Oui, ça s'achète. Et en fait, ce tabac chiqué, comme tu dis, en fait, il vient des pays nordiques ou des États-Unis. C'est évident comme des petits sachets à thé. Et les gens qui prennent ça, chic,
la nicotine les stimule et c'est utilisé comme dopant pour les gens qui font du ski de fond ou qui font de la conduite automobile. Sur toutes les pistes de ski de fond, il y a partout des chics. Voilà, c'est des dopants. Et ça s'appelle, tu vois, regarde, ça s'appelle snus. Snus, c'est un nom nordique. Donc au départ, tous ces produits-là, produits miraculeux, produits médicamenteux, on est parti de à peu près de 1500, 1600. Un produit considéré comme démoniaque. Il y a eu des papes qui se sont opposés au tabac. Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas très fort, peut-être que vous êtes au courant. Jourdain, je ne sais pas combien. C'est possible. Alors vous êtes là, c'est possible. Donc ceux qui étaient contrevenants, ceux qui fumaient dans les églises, on leur coupait le bout du nez. Voilà, donc c'était des espèces. Donc il y avait des sanctions qui étaient prises. Le tabac, jusqu'à certains moments, a été considéré comme un produit quasiment thérapeutique. Jusqu'à très longtemps. À votre avis, jusqu'à quand? 1950. Ouais, 1950. Qui c'est qui a dit 1950? Alors là, il met plein de points. Ah, plein de points. C'est impeccable. Bah, dis donc, bravo. Comment tu sais ça? T'as eu de la chance alors? Non, j'ai vu quelques trucs là-dessus qui me semblaient. 1950. Comment en fait a-t-on découvert que le tabac était dangereux? Parce qu'à cette époque-là était créée une nouvelle science en médecine, qui est à la base de la médecine moderne, qu'on appelle l'épidémiologie. L'épidémiologie, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, de manière mathématique, statistique. Chez qui on a trouvé ça? On a trouvé ça en Angleterre. Pourquoi en Angleterre? Parce qu'en Angleterre, ils ont des listes. Tous les patients sont attribués à des médecins. Ils ont ce qu'on appelle un système par capitation. Les médecins, ils ont, excusez-moi, un cheptel de patients. Donc, les médecins, en 1950, sur des listes, on a des registres de mortalité et on regardait de quoi ils mouraient. Et puis, on a regardé, quand ils mouraient de cancer du poumon, ce qui faisait qu'ils mouraient de cancer du poumon. Statistiquement, mathématiquement, par un test statistique très très simple, que vous connaissez. Est-ce qu'il y en a certains qui sont en terminale scientifique? Quel est le test statistique qui permet de faire la différence entre deux fréquences? Et dire quel bac à la fin de bac. Le test du qui 2. Donc ça fait la différence mathématique avec une signification mathématique, mais là c'était inimaginablement statistique, significatif. Là aujourd'hui, pour montrer des différences, on a beaucoup de mal. Mais là c'était inimaginable, parce que d'un côté, quand quelqu'un ne fume pas, il y a 16 risques sur 100 000 de faire un cancer du poumon. Encore quelqu'un fume toute sa vie, il y a un risque sur 6. Donc, mathématiquement, il y avait une différence choquante. Si aujourd'hui, on veut montrer, attribuer, par exemple, à un phénomène tel que, par exemple, le cancer du poumon à la pollution, le facteur statistique est infime. Le facteur attribuable au tabac était inimaginable. Le tabac, par rapport au poumon, c'est un revolver avec un barillet dans lequel il y a 6 possibilités de mettre des balles, et vous jouez à la roulette russe parce que vous en mettez une. Sinon, c'est 16 risques sur 100 000. Voilà, c'est ça la différence. Là, donc l'histoire, 1950. Il y a une autre date qui a été très très importante dans l'histoire du tabac, c'était l'industrialisation. D'après vous, quand est-ce que l'industrialisation est venue? 70. 79. À peu près, ouais, 1860. À peu près. Pas mal. Donc ça a permis de faire une chose, ça a permis de faire ce qu'on appelle des cigarettes manufacturées en hyper grand nombre. Donc on a fabriqué énormément de cigarettes. On a inondé le marché. L'objectif des industries, qui en fait dominent les gouvernements, les décisions sont prises de manière économique,
plus que de manière gouvernementale. Quand vous avez un président qui va dans un pays, il part avec son petit attaché-caisse chercher en fait des marchés. C'est l'économie qui domine les choses. Le monde entier était inondé, et là vous avez eu 4 industries du tabac qui ont pris la mainmise là-dessus, en produisant de manière folle, et en visant au départ les gens riches, et progressivement, ils n'ont plus visé les gens riches, ils ont visé des gens pauvres. Donc, les pays pauvres, les pays en guerre, les pays baltes, les pays africains, les pays indonésiens, ils auraient visé tout ça. Et dans les pays riches, ils ont donc visé une certaine catégorie de personnes. D'après vous, qui est-ce qui vise? Les riches. Les jeunes. Non, tu vas dans un grand lycée où les gens sont tous fortunés. Non. Statistiquement, il y a beaucoup moins de fumeurs, excuse-moi, dans un grand lycée de type Louis le Grand que dans un CET. Il y a beaucoup plus de fumeurs dans un CET que dans un grand lycée parisien où il y a une grande réussite. C'est incomparable. Vous n'avez pas beaucoup de fumeurs en maths sup, en HEC. Par contre, vous en trouverez pas mal sur les chantiers. Donc, dans les pays riches, ils ont visé 2 catégories de population, les pauvres, les jeunes, et une 3e catégorie, les femmes. Résultat des courses. Certains pays ont aujourd'hui, combien qu'il y a de fumeurs à peu près en fraction, genre un tiers, un quart, etc. Combien qu'il y a en fraction de fumeurs en France? 2 tiers. Un cinquième. 2 tiers. C'est un peu plus d'un cinquième. C'est 25%, je crois. 23. Un quart. C'est un quart. En fraction. On va dire un tiers. Un tiers de fumeurs. Okay. Ce tiers de fumeurs, on l'a depuis un bon bout de temps. Il ne bouge plus. Certains autres pays avaient un tiers comme nous. Les pays nordiques, l'Angleterre, les pays un peu pays anglais. Pays anglais qui ont une mentalité différente de la nôtre. Les États-Unis, une mentalité différente de la nôtre. Une mentalité pragmatique. Résultat, aujourd'hui, la France a toujours le même nombre de fumeurs. Les Anglais en ont 20%. Les pays nordiques en ont 15 à 20%. Les États-Unis, dans certains... C'est un État fédéral. Dans certains États des États-Unis, en ont également beaucoup moins. Donc au final, le tabac, c'est la liberté. Les cibles, ce sont les pauvres, les jeunes et les femmes. La France est un pays honteux au niveau des statistiques, avec un coût de santé, il y en a qui font de l'économie, pour un coût de santé complètement fou, délirant. Tous les ans, le trou de la Sécu se creuse de manière considérable. Il y a effectivement beaucoup de décès liés au tabac qui coûtent immensément cher. Pourquoi coûte-t-il cher? Pourquoi ça coûte si cher? Comment? Oui, des hospitalisations hyper coûteuses. Des hospitalisations dans des unités de soins intensifs, où il y a plein d'infirmiers, de médecins autour, avec des scopes, etc., qui vont les prendre en charge, qui vont dans leur réhabilitation, qui vont plus travailler. Les gens qui ont quand même des poussées de BPCO, c'est-à-dire en fait, ils ont la tuyauterie bronchique qui s'obstrue progressivement. On aurait pu faire un atelier où je lui aurais fait souffler dans un petit appareil qui permet de savoir si on a les bronches souples. Nota bene. À une époque, j'ai fumé. Comme plein de gens. Surtout à mon époque. Je l'avais dit à certains. Vous êtes dans un lycée sportif. Je crois que vous faites du rugby. Je vous l'avais dit, moi je n'ai pas fait de rugby, moi. J'étais également dans un lycée un peu comme le vôtre. C'est un lycée dans les Deux-Sèvres. Moi j'ai fait du marathon. Ce qui n'est pas du tout, je l'ai dit la dernière fois, et je suis très content, je suis très très fier, puisque j'avais fait les championnats de France. Et bien malgré tout cela, j'ai encore une obstruction bronchique.
Et je riais. Je riais avant, pendant, après. Et j'ai toujours une obstruction bronchique. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait un âge pulmonaire de mes poumons n'ont pas mon âge, ils sont plus vieux que moi. Mes poumons ont une accélération de leur vieillissement que je peux regretter, mais qui est, je ne peux pas revenir en arrière. C'est définitif. Mais j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en fait, j'ai cumulé un premier facteur de risque, qui était le fait que mes parents étaient commerçants, ont vendu du tabac, donc j'avais la possibilité d'en fumer tant que je voulais. Donc je fumais. Je trouvais ça très marrant. J'ai pas la sensation que j'ai été diminué. Mais j'ai une chance folle. Parce qu'un jour, je me suis acheté une voiture neuve, et tellement on m'a embêté que j'ai arrêté. Mais la chance folle, je n'étais absolument pas dépendant. 20% des gens ne sont pas dépendants. 20% des gens. J'en faisais partie. Donc j'ai arrêté, les doigts dans le nez. Or, si vous considérez les dépendances, je vous rappelle, je m'occupe de toute dépendance. Les alcoolo-tabagiques. Les alcooliques arrêtent facilement de boire. Beaucoup plus facilement. Vous avez 43 millions de gens qui boivent, vous avez 500 000 personnes dépendantes. Comme le tabac est moins agréable que le rosé, ou le blanc local, vous avez moins de gens qui ont goûté au tabac. À peu près 37 millions. Sur cela, vous en avez à peu près 15 millions, le chiffre, quand on dit un tiers, c'est la population de 15 à 75 ans, de gens qui sont fumeurs réguliers. 80% sont dépendants. Ça veut dire dépendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils sont tout le temps obligés d'y revenir, et certains que j'ai connus très dépendants, anecdote, j'ai actuellement comme patiente une très jolie, je la trouve très jolie jeune femme, qui a eu un cancer du poumon dépisté précocement, du travail, auquel on a retiré une partie du poumon, et qui ne peut s'empêcher de fumer. Or, elle a une chance folle, on lui a retiré une partie du poumon, donc elle a eu drôlement mal, comme si elle écoute. On lui a retiré une partie du poumon, et elle continue de fumer. Or, la probabilité qu'elle décède si elle continue est de 80-90%, si elle arrête, n'est que de 30 à 35%, ce qui est quand même bien élevé. Je la vois. Je vais la voir, je vais certainement continuer de la voir. Si elle n'arrête pas, elle va décéder. C'est la dépendance complètement inimaginable qui est liée au tabac qui est la cause de ça. Je vous dis, j'étais addict là. J'ai commencé par le tabac. Je suis allé vers d'autres addictions plus fun. Je m'occupe de toute la cocaïne, de l'héroïne, de l'alcool. C'est différent. L'héroïne, c'est très sympa. C'est très sympa. Mais en fait, non, les gens sont très sympas. Les gens d'autres. Hein? Et je reviens souvent vers le tabac parce que quelle est la caractéristique qui lie tous ces gens-là, les alcooliques, les gens qui sont à l'héroïne, à la cocaïne, c'est que ces gens-là arrivent à arrêter. Pour la cocaïne, difficilement. Pour l'héroïne, c'est très faisable parce que les médicaments sont très efficaces, parce que la dépendance à l'héroïne, à la cocaïne est forte, mais des médicaments existent derrière. Et qu'est-ce qu'il leur reste derrière à ces gens-là comme dépendance? Le tabac. Au final, les gens qui boivent décèdent pour une partie de cancer ORL, la gorge, qui n'est pas lié à leur alcoolisme, mais qui est majoritairement lié à leur tabagisme. Alors je me dis, chaque fois, c'est un peu dommage. C'est quand même un peu bête. Et je pense à moi qui riais, si bêtement, quand j'avais une trentaine d'années, et qui me retrouve avec une obstruction bronchique, mais malgré tout, qui a eu cette chance considérable que mon organisme n'accroche pas. Mon organisme n'a pas accroché. J'ai arrêté comme ça. Mes paquets sont restés à se dessécher. Et trop tard. Trop tard.
Ainsi. C'est comme ça. Alors c'est l'heure. Alors c'est plus l'heure. Voilà. Donc, par rapport à ce que je vous ai raconté un petit peu, je ne sais pas combien que ça fait quasiment une demi-heure que je parle. Je vais présenter un peu l'histoire du tabac. La situation là où on en est. Les chiffres, vous les avez à peu près en tête. Peu importe. Vous savez qu'en fait, les dommages pour la santé sont considérables. Je vais vous poser une question, comme ça. Sur l'ensemble des fumeurs, combien en proportion décéderont du tabagisme? 1 sur 2. Donc là, dans le revolver, il n'y a plus que deux possibilités. 1 sur 2. Quelle est la moyenne d'âge? La perte d'espérance de vie, c'est peut-être pas important, mais je ne le sais pas à l'époque. La perte d'espérance de vie, elle a à peu près 15 ans. 15 ans de moins. Et attention, c'est quand même pas de la rigolade. Hein. C'est une façon quand même de décéder qui n'est pas fun. C'est pas faire du vol à voile, c'est pas faire de la parapente. Hein. C'est finir dans un lit comme une vieille bougie. Car les gens, quand on sort du poumon, ne décèdent pas normalement. On les termine. Car ils étouffent. Donc on leur donne des médicaments pour activer leur décès. Vous n'avez pas le droit, ça? Oh, d'accord, il n'y a même pas le droit. Là, vous le savez. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dans les textes. Les textes, et l'application des textes. Là, les gens ne sont pas laissés jusqu'au dernier moment. Les gens sont terminés avec un médicament, qui s'appelle du Vicnovel, qui les endort. Et c'est fait la nuit. C'est le goudron qui est dans le tabac qui provoque le cancer des poumons. Ouais. Donc ce qui veut dire que dans la cigarette électronique, il n'y a pas de goudron. Oui. Donc ça ne provoque pas de cancer des poumons. Oui. Alors, par rapport à la cigarette électronique, on respecte chaque... La cigarette électronique est un phénomène hyper intéressant, économiquement parlant. C'est un phénomène mondial. Il n'y a pas que la cigarette. Vous savez qu'il y a d'autres façons, je ne sais pas si vous le savez. Ceux qui ont porté à regarder le reportage, est-ce qu'ils n'ont pas vu le monsieur fumer autre chose qu'une cigarette électronique? Oui, une pipe. Une pipe électronique. Il existe des cigarettes électroniques et il existe également des cigarettes à THC. Le THC étant le dérivé qu'on retrouve dans le cannabis. Voilà. Donc en fait, la cigarette électronique, pour en venir à ce que tu dis, pose un problème. Alors quel type de problème pose-t-il? On va dire, je vais répondre à ton collègue, puis après à toi. Il présente 2 types de problèmes. Il propose un problème d'ordre médical et un problème d'ordre réglementaire. Tout à l'heure, tu m'as dit, on n'a pas le droit. La cigarette électronique, on peut l'avoir de 2 manières. Soit c'est un produit pour aider à arrêter, soit c'est une nouvelle façon de fumer. D'ailleurs, le jeune homme là-bas, toi, Philippe Maurice, a acheté des droits sur la cigarette électronique. Voilà. Donc, ils envisagent, les industries, les 4 industries dont je vous ai parlé, probablement le passage d'une forme de tabac à une autre façon de fumer. La cigarette électronique. Leur but à eux, effectivement, c'est que les gens meurent le plus tard possible pour qu'ils achètent plus. Et leur but également, c'est pas que les gens arrêtent. Donc, est-ce que c'est une nouvelle méthode de fumage, ou est-ce qu'une méthode de sevrage? Je termine. Problème réglementaire. Donc, si c'est une méthode de sevrage, si c'est un médicament, ça devrait se retrouver où? Et ça devrait avoir ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Quand vous avez un médicament qui est mis sur le marché, normalement, il est testé d'abord chez des animaux. On étudie, ça te fait rire. On ne va pas le tester directement sur un bonhomme, mais c'est horrible, c'est inimaginable. On teste sur des rats, sur des souris, on teste sur des animaux.
Pour le tabac, on n'a quasiment pas d'animaux d'expérience. Non, ben non, on ne fait pas. Là. Non, non, on ne peut pas. On n'a jamais réussi à faire fumer un rat ni une souris. Ça ne fume pas. Hein, vous n'avez jamais vu un rat fumer? Ça n'existe pas. Donc la seule possibilité qu'on avait, c'était de lui faire injecter de la nicotine. Il a beaucoup de mal à s'injecter la nicotine. Quand donc en fait on étudie la toxicité d'un médicament, on commence par des bêtes. L'a-t-on fait avec la cigarette électronique? Vous avez déjà vu un rat fumer une cigarette électronique? Je fais appel simplement à votre culture, et puis également à votre façon de réfléchir. Deuxième temps, on prend des êtres humains, et ceux-là on les paye. C'est souvent des gens pas trop riches. Ce sont des gens qui sont des cobayes volontaires, sains, donc ils remplissent toutes des batteries de tests pour être cobayes. C'est une façon de gagner sa vie. Donc ils sont cobayes. Et on leur donne des médicaments, et on étudie à des doses déterminées d'abord chez l'animal, donc à des doses beaucoup plus faibles, 100 fois plus faibles, la toxicité chez l'homme. Très souvent chez l'homme, pas beaucoup chez les femmes. Donc des fois on est un peu perdu chez les femmes. C'est souvent les hommes qui sont les cobayes. Pour des raisons de volontariat. Donc en fait les tests sont plutôt conduits chez les hommes, et on étudie un peu ce que ça devient. Est-ce qu'il y a eu des études chez les êtres humains de cigarettes électroniques? Non. Donc phase humaine. Autre phase. L'être humain, quand on lui donne un produit, on étudie la dose qu'on doit lui donner. Il y a une dose. Est-ce qu'il y a eu des études avec les fameuses cigarettes électroniques à 8, 11, 12, 18 mg, 20 mg, je sais pas quoi? C'est des études? Non. Troisième phase. On compare la cigarette électronique à un produit. Est-ce qu'il y a eu des comparaisons statistiquement significatives par un test qu'on appelle le test du Quilleux? CHI, petit jeu. Du Quilleux? Non. Quatrième phase, et là c'est payé, là vous avez deux façons de faire ce test. Les industries pharmaceutiques ont ce qu'on appelle une pharmacovigilance, et dans chaque hôpital vous avez un centre antipoison qu'on appelle un centre de pharmacovigilance, où là les gens sont surveillés, et vous avez ce qu'on appelle des gens qui lancent l'alerte, et qui disent, voilà, ça m'a rendu malade, ça m'a fait ci. C'est ce qu'on appelle des études post-marketing. Donc la cigarette électronique, elle est directement en phase 4. On est en situation post-marketing d'un produit non testé chez l'animal, non évalué en toxicité chez l'homme, non évalué en dose chez l'homme, non comparé à un produit, c'est directement un champ expérimental chez l'être humain. Donc, c'est probablement moins dangereux, probablement, certainement. Il y a des articles qui sont parus où c'est moi qui en fait c'est moi qui ai été interviewé. J'ai dit que c'était merveilleux. Donc, toutes les structures qui vendent ça présentent mon article avec ma photo en disant que je dis que c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas de goudron, mais à terme, je n'en fais rien parce que toutes les études dont je vous ai parlé, à votre avis, ça met combien de temps pour arriver au terme? Combien il faut de temps? 10 ans. Il faut 10 ans. La recherche-développement, 10 ans. Donc voilà, donc il n'y a aucune démonstration d'efficacité de toxicité humaine. Par contre, vous avez un succès industriel fou. À Angers, vous avez 6 boutiques qui sont ouvertes. Mes parents étaient commerçants. Une boutique dans le centre d'Angers, ça coûte une fortune. Si ce sont des produits de sevrage, ça veut dire que les produits vont servir à rien dans peu de temps. Donc les boutiques vont fermer. Ils embauchent 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Ce sont des baux commerciaux, des baux de 3, 6 ou 9 ans. Donc ils s'imaginent très bien qu'ils vont encore être là au minimum dans 3 ans. 6 commerces dans Angers. 2 dans Saumur. Petite ville, Saumur. Ça en fait 8. Je ne sais pas s'il y a Segré qui n'est pas très loin, s'il y en a. Un succès de croissance exponentielle. Combien ça vaut une cigarette électronique? Ça, je pense que vous le savez. 40 euros, 40 60 60 60. Donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les prix sont différents. Pourquoi les prix sont différents? Car il y a plein de cigarettes électroniques.
qui contiennent n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de cahier des charges. Si vous achetez un pot de rillettes, vous avez un cahier des charges, vous avez des analyses qui sont faites, bactériologiques, où il y a obligation légale de marquer sur la boîte combien il y a dedans, et il y a vérification du poids exact, du contenu exact. Sur les petites fioles, des petites recharges, il y a marqué des tonnes de trucs. Les cigarettes électroniques sont toutes différentes et contiennent des produits différents. Hier, quelqu'un m'a présenté une cigarette électronique dans laquelle il y avait de l'alcool. Découverte, je n'en savais rien. Hein, c'est la première où c'était marqué alcool. Normalement, une cigarette électronique n'est pas censée contenir ça, elle est censée contenir un produit, et savez-vous à quoi sert ce produit? Non, pas du tout. C'est un apport en nicotine? Non, non. Ça va empêcher ceux qui veulent arrêter de fumer de débaucher. Mais à ton avis, non, c'est pas ça. Ça sert à rien. Non, la cigarette électronique, elle n'a pas du tout ce rôle-là. Vous avez vu qu'il y a plusieurs types de cigarettes électroniques. Il y en a qui ressemblent à des... Je termine. Il y en a qui ressemblent à des cigarettes, il y en a qui ressemblent à des gros crayons. La plupart des gens ont des gros crayons avec un anneau autour du cou et se baladent avec leurs gros crayons. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gros crayon? Il y a une espèce de liquide. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà regardé le liquide? Ou qui l'ont touché? Oui. Il est comment? Il est difficile à enlever les doigts. Il est donc huileux. Il est gras. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cigarette électronique? Qu'est-ce qu'il y a? Alors donc on le sait, donc il y a des graisses. Il y a éventuellement de la nicotine, il n'y en a pas forcément. Il y a des parfums. Qu'est-ce qu'il y a comme parfum? Mangue, banane, chocolat, tout ce qu'on veut. Comme des glaces. Tout est possible. Vous voulez quoi, madame? Vanille fraise? Ok. Tirez dessus, ça vous plaît? Vous préférez mangue? Tenez-vous la mangue. Ok. C'est totalement ça. Hein, vous avez tout, vous avez chocolat, vous voulez quoi? Chocolat amer? On le fera la prochaine fois. Donc il y a des arômes, il y a de la nicotine, il y a des produits gras. Pourquoi il y a des produits gras? Pourquoi ils mettent du gras là-dedans? Pourquoi? Réflexion. Réfléchissez. Parce que le gras c'est bon. Du gras, t'as déjà fumé du gras, toi? T'as fumé du beurre? Pas encore. Réflexion. Je m'appelle à votre connaissance, et je serai plus appel à votre intelligence. Réfléchissez. Voilà. C'est parce qu'en fait, ça se mélange avec la vapeur d'eau. Le gras fumé donne une épaisseur à la vapeur d'eau et lui donne, comme les fumigènes dans les boîtes de nuit, une apparence de fumée. Donc en fait, ça donne l'illusion d'une cigarette. Il y en a certaines qui ont des LED au bout, au fer rouge. Il y en a qui ont des variateurs de bouffées. Il y en a qui ont tous les arômes que vous voulez. Et ce gras est chauffé. C'est du gras chauffé. Est-ce que les graisses chauffées sont toutes saines? Non. Il y a des graisses chauffées très malsaines. Entre autres, responsables de cancer du côlon. Donc en fait, combien faut-il de temps pour faire un cancer du côlon? Il faut un petit moment. Si la personne qui prend une cigarette électronique ne la prend que 2 à 3 mois, on va dire c'est bon. Mais si cette personne-là la prend 5 ans, 10 ans, si c'est une méthode de fumage et non plus de sevrage, qu'est-ce que ça va donner de se balancer durant 10 ans de la vapeur grasse chauffée, avec des arômes chauffés, avec de la nicotine chauffée qui se transforme, car les produits chauffés, il y a une résistance dedans. C'est pas très chaud, c'est 50-60 degrés, mais ça transforme le produit. Donc on ne sait pas. Donc les gens qui le prennent en ce moment, efficacité fantastique, efficacité. Mais on ne sait absolument rien. Premier temps de ce que je vais vous dire sur les catholiques. Deuxième temps, vous m'aviez dit tout à l'heure, il y a le droit. Et moi je vous ai dit oui, il y a le droit, il y a des lois, il y a des décrets. Il y a plein de décrets qui ne sont pas appliqués. Il y a des lois, il y a des gens qui outrepassent la loi. Moi, je me suis venu ici en voiture, je respecte la loi, j'ai une espèce de truc sur ma voiture, parce que très souvent, j'étais sanctionné pour excéder. Donc, je respecte, je roule de manière tout à fait réglementaire. Mais plein de gens m'ont dépassé. Donc, il y a effectivement la loi, les décrets, et il y a l'application. La cigarette électronique échappe donc aux autorisations de mise sur le marché. Elle échappe à une deuxième chose. Si c'est donc un produit
une nouvelle, si c'est un produit comme un joujou. Un joujou, pour être introduit sur un marché, doit être siglé normes européennes. CE. Certification européenne. Le sont-elles toutes? Sont-elles vérifiées? Non. Vous avez plein de cigarettes électroniques dont la plupart des composants viennent de Chine. Pays à croissance exponentielle. Dernière chose, et c'est ça qui pose un problème selon moi, c'est le positionnement. Il n'y a pas de loi. La loi était la loi Evin et le décret Bertrand qui faisait interdiction aux endroits recevant du public de fumer. Or, des cigarettes électroniques sont complètement identiques à certaines cigarettes et sont rechargeables. D'autres ressemblent à des gros crayons. Certains fument de manière très provocatrice dans des amphis. On peut l'imaginer dans les amphis de la fac d'Angers. C'est sûr. On peut encore aujourd'hui? Comment? On peut encore aujourd'hui fumer dans les facs? Oui. Sauf si le président de fac ou le président de l'université prend une décision qui s'appelle une décision réglementaire, qu'il inscrit dans son règlement intérieur. Les gens rentrent à la fac, le règlement, c'est celui-là. J'ai décidé que la cigarette électronique sera interdite dans l'amphi. Deux possibilités, ils acceptent le règlement ou ils refusent. S'ils refusent, ils font leurs études ailleurs et ils trouvent un endroit qui les accueille. C'est une disposition réglementaire qui est laissée, en fait, au libre arbitre de celui qui a la gestion de l'entreprise. Car ce sont des entreprises. Donc un produit illégal sur le plan médical, sur le plan produit de distribution courante, sur le plan réglementation sociale, un produit sans étude de toxicité, mais un produit qui marche très bien. Par contre, les gens qui les prennent sont des cobayes. Je pense qu'une durée brève d'utilisation est probablement toxique, car tu l'as dit, il n'y a pas de goudron, mais il y a des graisses chauffées, on ne sait pas ce que ça va venir sur la durée. Du gras dans les poumons, on ne sait pas ce que ça donne. Hein? Oh non, c'est rien. Oh non, non, c'est dans les poumons. Non, le gras, il est dans les poumons, pas dans les artères. Les gens, on ne dit pas que fume, on dit maintenant, vous savez le mot, c'est vapoter, la vapeur. Dites-moi, il faut fumer pendant combien de temps pour avoir un cancer des poumons? Statistiquement, en fait, le cancer du poumon, au début, le facteur de risque est infime. Mais en fait, il grimpe très 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 vite. Pour être à 1 sur 6, effectivement, il faut un certain temps. Mais le risque, quelqu'un qui a arrêté à 35 ans, un facteur de risque est très important. Moi, je me suis arrêté avant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des bronches qui sont obstruées. Moi, j'ai un peu perdu. Et j'ai eu cette chance de ne pas tellement perdre. Mais j'ai eu beaucoup de chance également. Je n'ai pas fait parce qu'en fait, ce qui fait décéder les gens précocement, c'est pas trop le cancer du poumon. Ce qui fait décéder les gens précocement du tabac, c'est quoi? On peut pas faire dépister le cancer? Non. C'est pas ça. Il n'y a pas de dépistage du cancer du poumon. Ça n'existe pas. Il y a pas. Vous pouvez vous faire dépister pour le côlon, vous faire dépister pour le col de l'utérus. Il y a plein de dépistages, il y a des tests prédictifs, mais il n'y a pas de dépistage de cancer du côlon. Ça n'existe pas. Du poumon, ça n'existe pas. Donc en fait, je sais plus, je sais plus ce que je dis. Les gens meurent de quoi? De combien de temps? Les gens meurent de quoi? Merci. Les gens meurent de quoi précocement? Qu'est-ce qui arrête les gens très précocement dans la fleur de l'âge? Non, lié au tabac. Qui a dit? Crise cardiaque. Ouais. Et puis surtout, donc ça, crise cardiaque. Donc deux possibilités. La personne, elle perd en capacité cardiaque. Donc si elle était rugbyman, avant il était en National 1, et là il est en Fédéral 3. Hein. Il a une perte de capacité folle. Deuxième possibilité, il est mort. Bon, le problème est résolu. Soit il part au paradis s'il pense que c'est possible, soit il est 6 pieds sous terre. Autre possibilité, attendez, je termine, si vous permettez. Comment ça se fait qu'il y a un accident cardiovasculaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des gens en bonne santé, d'un seul coup, font un accident cardiovasculaire? Qu'est-ce qui provoque l'accident cardiovasculaire? Qu'est-ce qu'il y a dans le sang comme substance qui bouche les artères, qui les bouche d'un coup, d'un seul coup?
Les caillots. Et les substances qui fabriquent les caillots s'appellent des plaquettes. Bravo. Les plaquettes s'agrègent. Quand vous saignez, les plaquettes au contact d'un gaz s'agglomèrent et forment un caillot. Si ce gaz, c'est du monoxyde de carbone et qui est mis dans le sang, ce gaz est dans le sang, il provoque le caillot. C'est comme si vous mettiez, parce que le gaz dans le sang est sous deux formes. Il est dissous et il est porté par les globulines. Et le monoxyde de carbone dissous active la thrombogénèse en rendant les plaquettes collantes. Paf! Et ça donc là, la personne est soit en fédéral 3, soit elle est morte, soit elle a un AVC. Donc là, elle peut se préparer pour le marathon de Paris, mais en fauteuil roulant. Oui. Pas forcément. Pas forcément. C'est pas forcément qu'on fasse un AVC et qu'on est forcément. On peut être paralysé, mais après, si tu fais des rééducations, tu peux marcher. On peut marcher. Il faut de la chance. Mais également, tu peux passer à travers, tu peux ne pas en avoir, tu peux avoir rien du tout. Tu as plein de gens qui vivent très 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 longtemps, qui ont fumé énormément. Mais c'est pas lié au tabac, les AVC. L'essentiel. Le premier boulot de quelqu'un qui a un infarctus, la principale cause des infarctus, c'est le tabac. Et le tabac, premier champion du monde. Champion du monde pour les AVC, le tabac. Ben, moi je connais un gars, il a fait 2 AVC et il ne fumait pas. Ce sont des phénomènes statistiques. Moi je connais des pépés, des mémés. Il y avait Jeanne Calment qui était très connue, qui a fait jusqu'à 122. Elle était réputée fumer, boire un petit dé à coude de Porto. La reine mère, la reine Elisabeth, elle était réputée comme picolant et fumant. La grand-mère. Elle avait que plus de 5 ans. Mais tous les autres, ils sont morts. Donc celle-là, on peut la prendre en photo, la mettre au-dessus, et Peter Suvezan, Philippe Maurice peuvent la sponsoriser. C'est un phénomène complètement aléatoire. C'est joué. C'est joué. Donc maintenant, je réponds à vos questions. Allez-y. Ceux qui ont levé la main. Donc, qu'est-ce que j'ai vu là-dedans? Vous avez dit tout à l'heure que si on fume à notre âge, on a une chance de mourir. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas du tout dit ça. En fait, non, on a toutes les chances de mourir. Non, à votre âge, à votre âge, moi je dirais, en revenant, en repensant à moi quand j'avais votre âge, le seul risque que j'aurais eu et que je n'ai pas eu, c'est là-dessus que j'ai insisté. J'ai une chance folle, je ne suis pas devenu dépendant. C'est ça que je vous ai dit. J'ai une petite obstruction bronchique, mais je ne suis pas dépendant, j'ai aucune difficulté. Or, il y a des gens, je vous ai pris l'exemple de ma patiente qui a un cancer du poumon, qui est adorable, etc., qui va peut-être pas y arriver, qui va augmenter sa probabilité de décès à 80-90% au lieu d'être à 35%. Votre risque, c'est tout simplement de devenir dépendant. Que disent les gens qui ont fumé aux autres? Ils leur disent quoi tout le temps? Ils disent tout le temps la même chose. Comment c'est pas? Ah, il dit, il faut que dire ça. Qu'est-ce qu'ils sont cons, hein? Comment ça se fait qu'ils soient si cons, hein, de répéter tout le temps aux autres? Fallait pas commencer. Mais c'est parce que c'est immensément dur d'arrêter. Je vous l'ai dit, la dépendance à l'héroïne, à la cocaïne, statistiquement, est la même que celle du tabac, sauf que pour trouver de la cocaïne et de l'héroïne, c'est très cher. Un gramme d'héroïne, c'est très cher. De la cocaïne, c'est moins cher, mais c'est cher. Le tabac n'est pas cher. Le produit, c'est marrant. Bah, vas-y, c'est quoi. L'héroïne c'est cher, l'héroïne c'est moins cher, genre comme si vous saviez le prix. Tu crois que je suis quelqu'un qui raconte n'importe quoi? Non. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Vous traitez les drogués. Tu sais qu'on apprend plein de choses en fait en écoutant les gens, et surtout les gens qui savent des choses. J'apprends plein de choses des gens qui ont consommé. Je sais le marché, je sais où en trouver. Peut-être que toi tu sais également où trouver. Et ben, tu vois, je suis plus malin que toi. Je suis peut-être alors plus petit. Donc je sais. Tous ils m'ont appris ça. Je sais combien coûte un gramme. À ton avis, combien coûte un gramme d'héroïne? 100 €. Ah, c'est cher.
Non, t'as pas de place. Ah bah là, tu le sais, là. Tu le sais. C'est à 4 euros, c'est vrai. Mais il y a moins cher. Il y a beaucoup moins cher, surtout quand elle est immensément coupée. Quand la coupe, on met plein de trucs, que c'est d'héroïne très peu pure, qu'il y a 10% d'héroïne dedans. Ah, ils se font des fortunes avec ça. Bon, le problème n'est pas au niveau de l'héroïne. Mais là, en fait, est-ce que vous avez le nombre d'héroïnomanes en France? 300 000, 150 000 traités, 150 000 non traités. On a dit pour les gens qui sont alcooliques, 2 à 4 millions de personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, 500 000 de dépendants. Combien qu'il y a de fumeurs dépendants? On a dit à peu près 80% de 15 millions. Donc à peu près une dizaine de millions. Et pour la cocaïne, Comment? pour la cocaïne, il y a combien de personnes? Le prix, tu voulais me demander? Non. Combien de personnes? Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. C'était plus il y a des phénomènes festifs, c'est des phénomènes un petit peu plus branchés. Les gens que je vois en général ont une consommation de cocaïne très très festive. L'accrochage est beaucoup moins net. Moi, ce que je vois dans ma région, c'est des gens qui sont très accros à l'héros. Et pas à l'héros sous la forme d'IV, car ils ont trop peur d'intraveineuse. Ils ont trop peur de se faire une hépatite C, qu'on ne traite pas, parce qu'aujourd'hui on traite le sida, mais on ne sait pas traiter l'hépatite C. Donc se faire une hépatite C, c'est un traitement qui ne traite pas bien. Je me buse sur ce que je voulais vous dire, parce qu'en fait, c'était pour répondre... D'où le discours de la héroïne, il n'y a pas une... C'est plus sur ce que festive. Voilà. Donc en fait, il y a peu de gens sous héroïne, il n'y en a pas, ça fait 300 000, vous avez 2 à 4 millions, à peu près de gens qui boivent trop, vous avez à peu près 500 000 de gens qui sont dépendants, et au tabac, vous avez un marché fou. Alors comme tout à l'heure, je vous ai parlé d'un marché fou, je vous ai parlé en termes de rentabilité. Quand un problème a une crise financière, quel est son premier levier? Autrefois, il y a eu des leviers qui étaient différents. On a créé la vignette, on a créé des taxes, etc. Quelle est, tout de suite, quand il y a pays est en crise, quelle est la taxe qui va augmenter? Sauf là. L'État, je peux déjà vous le dire, bonne nouvelle pour les fumeurs. Il ne va pas augmenter tellement le tabac. Mais c'est prévu pour lui. Totalement. Parce que qui décide en fait du prix? C'est négocié entre le ministère du budget, Bercy, et les industries. Ils se rencontrent autour d'une table, parce que c'est une négociation. L'État a dit, bon voilà, pour la première fois, les ventes de tabac ont légèrement baissé. Pour la première fois, les ventes de tabac ont légèrement... Je t'écoute. C'est pas, j'entends les samplants. Pour la première fois, le tabac est moins vendu. On est dans une période de crise actuellement. Donc il faut augmenter les revenus, les rentes. Le tabac rapporte à peu près 12 à 15 milliards d'euros par an. Si vous augmentez les taxes, ça fait un apport d'argent frais tout de suite, dans l'immédiat. Si l'État augmente trop les taxes, si le tabac est encore moins vendu, vous aurez moins d'argent frais qui va rentrer. Donc, comme tu le disais, par négociation, le tabac devait augmenter de 6%, l'État ne l'augmente que de 5%. Et que vont faire les industries? Ils vont payer les taxes, mais ils laissent le prix... Ils vont réduire leur marge. Voilà. Donc le tabac, je donne une bonne nouvelle. Le tabac augmentera en octobre 2014 de très peu. Et là, il perd sa crédibilité dans le sens où là, du coup, c'est avant qu'il n'augmente pas les taxes. L'État perd sa crédibilité. Totalement d'accord. Le gouvernement précédent a perdu toute crédibilité parce qu'en définitive, il était cul et chemise avec l'industrie du tabac. Vous avez des structures qui sont cul et chemise avec l'industrie du tabac, même des gens très très célèbres qui sont au gouvernement, travaillent pour l'industrie du tabac. Vous avez ce qu'on appelle des lobbyistes qui passent leur temps à offrir aux gens des voyages, des fortunes. Et le film, il y a un autre film qui est très très intéressant,
je ne sais plus comment il s'appelle, où c'est l'histoire d'un chercheur qui a été acheté encore par le même. Et ce chercheur-là, il a été financé, c'est un chercheur nordique. Il a pipoté ses résultats, qu'il a publiés dans des grandes revues à comité de lecture, comme Lancet, des revues énormes, en disant que le tabagisme n'était pas... Il était payé. Voilà. Donc, l'industrie du tabac a une puissance folle. Donc, 12 à 15 milliards d'apports financiers. C'est embêtant de le baisser. Mais combien coûte le tabac par an? 48 milliards. Dieu que l'État est bête. 12 milliards d'entrées, 48 milliards de sorties. Comment ça se fait que l'État soit si bête? Pourquoi il est si bête? Pourquoi François Hollande, Sarkozy et toute son équipe qu'on fait, pour certains l'ENA, pour certains qui ne sont pas allés à l'école, vous en avez qui ne sont pas allés à l'école. Hein? Comment ça se fait qu'ils soient si bêtes? Non, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes du tout. Parce qu'en fait, le but d'un politique, quel est son principal but? C'est quoi le but d'un politique essentiel à très haut niveau du pouvoir? Sont donc c'est d'être élu. D'être élu. Si aujourd'hui une décision était prise, comme c'est pris dans certains pays, c'est envisagé de supprimer la vente du tabac. Ou dans certains pays, en Australie, en Tasmanie, d'augmenter l'âge légal d'autorisation du tabac. Parce qu'à partir d'un certain âge, si on fume, ben on n'accroche pas. Ce serait une mesure très très peu, comment dire, électoraliste. Prendre le courage d'augmenter le tabac de manière considérable est très impopulaire. Quel est le seul qui a fait augmenter le prix du tabac? Un président français. Chirac. Et quand est-ce qu'il a fait ça? En tirant sa révérence, en fin de carrière. Parce qu'il avait fait des choses moyennes, et en fin de carrière, il a dit, ben ouais, c'était un fumeur, c'est infernal qui fumait. Simone Veil était une fumeuse, ça vous dit peut-être rien, mais c'est quelqu'un qui fumait énormément. Jacques Chirac s'est dit en fin de carrière, eh ben moi je vais faire quelque chose de bien, je vais faire le plan cancer. Le plan cancer était le plan tabac, ça se superposait. Après Sarkozy, avec certains, ont travaillé main dans la main avec les industries du tabac. Vous savez qu'il y a plein d'histoires, des histoires de financement occulte. J'ai parlé de lobbyistes. L'histoire du tabac est une histoire très fine. C'est une histoire de police. C'est une histoire de gens hyper puissants par rapport à un troupeau. Vous avez d'un côté un troupeau de fumeurs, et d'un autre côté, vous avez des lobbyistes, des politiques et des industriels. Voilà. On va laisser poser une dernière question, puis ensuite... À quoi sert Isabelle dans le cigarette? Non, à quoi sert le goudron dans le cigarette? Ben, il ne sert à rien. Le goudron, c'est ce qu'il y a sur les routes. Imagine te goudronner tous les jours comme si tu avais une espèce de bagnole à goudronner la route. C'est ce que tu fais tous les jours. Ça sert strictement à rien. Ce sont ce qu'on appelle des benzopyrènes, ce qu'on appelle des hydrocarbures polycycliques, des amines hétérocycliques, qui s'incrustent dans l'ADN, dans le génome, et qui le rend fou. Et en le rendant fou, qu'est-ce qui se passe? La multiplication cellulaire s'emballe. Les cellules deviennent immortelles, prolifèrent, et font mourir la personne qui les porte. La seule cellule immortelle qui existe est une cellule cancéreuse. Oui. Est-ce que les tabacs qu'on présente comme 100% naturels et où il y a pas d'agents de sabbat textuels qui sont rajoutés, ils sont vraiment... Et est-ce que c'est moins nocif de fumer des tabacs? D'après vous? Mais non, c'est différent. Quel est le but en fait? Qu'est-ce qui est toxique dans le tabac? Il l'a dit de manière indirecte, c'est le fait qu'il soit brûlé de manière incomplète et qu'il donne des goudrons. Peu importe que tu fumes du trèfle, du foin, de l'avoine, du shit, du pneu, n'importe quoi, c'est du moment que tu fumes. Le tabac, ça te caractérise de rendre addict.
C'est le goudron qui fait Si ça. on ne fume pas, par exemple, si on chie le tabac, ça n'a pas d'effet nocif sur la santé. Le problème est posé. Tout à fait. Très bonne remarque. Le traitement du snus est un traitement dans certains pays. Exactement. C'est un traitement substitutif en nicotine. Totalement. Voilà. Oui. C'est pas un peu par rapport au tabac, mais on dit que fumer du chanvre indien, ça a moins de conséquences que fumer du tabac. Fumer quoi? Du chanvre indien. Oui, mais il a... Bon, c'est vrai. Alors pourquoi c'est vrai? Parce qu'on me dit que le chanvre indien, ça brûle les neurones du cerveau et que le tabac, c'est nocif sur les... Ça provoque un cancer du poumon et que le chanvre indien... Alors, le chanvre, en fait, c'est le cannabis, c'est la même chose. En fait, pourquoi le cannabis donne moins de cancer? Parce qu'il y a d'abord beaucoup moins de fumeurs de cannabis sur une durée très prolongée que de fumeurs de tabac. La deuxième chose, c'est que le THC est une substance qui vit très très longtemps. Donc les gens qui fument du THC peuvent ne pas être dépendants. Ils peuvent fumer un pétard un soir et en refumer un autre en fête 8 jours plus tard. Le phénomène du tabac, c'est parce que c'est sans arrêt, beaucoup et tout, c'est un goudronnage permanent. Alors que les pétards peuvent ne pas être un goudronnage permanent. Si les gens fument 20 pétards par jour, c'est net, et durant la même durée que le tabac, selon vous, quel est le plus toxique? Est-ce que c'est 20 pétards par jour ou 20 cigarettes par jour sur la même durée? Réflexion, réflexion. Pourquoi est-ce le pétard? Parce que... Non, pourquoi ça donne plus de cancer du poumon? Le tabac, ça reste quand même un peu contrôlé. Non. On l'a dit, qu'est-ce qui donne le cancer des poumons? Le goudron. Qu'est-ce qui goudronne le plus les poumons? C'est les cigarettes, c'est ce qui brûle doucement. Donc, une cigarette qui brûle très vite, comme les nouvelles cigarettes, donne peu de goudron, donc il faut mourir lentement. Une cigarette ancienne, je sais pas, du Bergerac, des cigarettes comme... des gitanes maïs, des pétards, qui brûlent doucement, donnent plein de goudron. Plus une cigarette brûle doucement, plus elle goudronne les gens, plus elle donne des cancers de manière rapide. Terminé. C'est les dernières questions, mais... C'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit, vous avez une chance folle, parce que vous êtes encore à la période du choix. Et moi, j'ai une chance folle, c'est qu'en fait, je suis pas au travers, je n'ai pas été dépendant.